Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on est sur un hors format, on va tourner une émission et avant de commencer je voulais vous montrer les coulisses. Regardez à quoi ressemblent les caméras qui vont nous filmer cette émission, c'est parti. Salut tout le monde, je suis Maya Mazorat, journaliste, experte en questions de genre et de sexualité. On va passer les 45 prochaines minutes ensemble pour parler de sujets vraiment tabous, vraiment intimes, le genre de choses dont vous n'osez parler à personne. Et peut-être vous googlez tout ça à 1h du matin, toute seule sous votre couette. Si je vous dis les règles, les mycoses, les cystites, la sécheresse vaginale, la ménopause, tous ces sujets font partie de notre santé sexuelle, ils font partie de notre corps de femme. Cette conversation elle a lieu dans le cadre de la campagne Bien-être Femmes organisée par le laboratoire Pilège, expert dans le domaine des microbiotes depuis plus de 30 ans. Si j'ai envie d'en parler aujourd'hui, c'est aussi parce que énormément de femmes sont concernées. On sait que 85% des femmes ont déjà connu des désagréments intimes. C'est un chiffre absolument énorme. Il y en a même 1 sur 2 qui est concernée actuellement. On a ces chiffres grâce à un partenariat exclusif avec l'Institut de sondage IFOP. Et grâce à eux, on sait aussi que 30% des femmes n'osent pas parler de leurs soucis de santé intime à leur médecin et 50% n'osent pas en parler à leurs proches. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage parce que quand on ne peut pas parler d'un sujet, on ne peut pas se faire aider et on ne peut même pas trouver de réconfort. Avec cette vidéo, on va essayer de secouer un peu tous ces tabous. Alors, je vous donne le programme des 45 prochaines minutes. On va discuter avec toute une brochette d'expertes et de spécialistes qui connaissent tout au sexe féminin et à la santé intime des femmes. Et ces experts vont répondre aux questions qui vous concernent. Avec un petit peu de chance, dans 45 minutes, on se sentira toutes vraiment, vraiment beaucoup mieux dans notre culotte. Je vais maintenant vous présenter mes 3 premières invitées. Il y a d'abord Muriel Salles, historienne, maîtresse de conférences et spécialiste des questions liées au genre. Ensuite, j'aurai Sophie Kuhn de Menopause Stories et Laure Jean de Allô Maman. Je commence tout de suite avec Muriel. Ma première question est vraiment toute simple. Pourquoi c'est si difficile, encore aujourd'hui, de parler de sujets aussi intimes ? Parce que c'est des sujets qui sont historiquement, mais encore aujourd'hui, des sujets tabous, des sujets impurs. Il y a longtemps eu un discours très dépréciatif qui était lié aux religieux ou culturel. Et puis aujourd'hui, on a beaucoup intégré l'idée que, par exemple, que les règles, c'était un sujet dont il fallait avoir honte. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on pourrait se dire, aujourd'hui, la société, elle est laïque. Comment ça se fait que vraiment, sur le corps des femmes et sur la santé intime des femmes, on soit toujours finalement aussi démunis ? Alors d'abord, effectivement, la société, elle est laïque, mais typiquement, les règles, ça reste, par exemple, un sujet difficile à aborder, on va dire, publiquement. Il y a une polémique toute récente, là. Il y a la biathlète Emma Pallant-Brown qui a publié une photo d'elle au cours. Elle est en train de courir et elle a ses règles. Et donc, elle continue de courir avec un slip qui est taché et ça a suscité un déferlement de réactions négatives sur les réseaux sociaux. Donc, où on voit bien qu'encore aujourd'hui, donner à voir un corps féminin qui saigne, on a le droit de transpirer, on a le droit de saigner du nez, mais on n'a pas le droit d'avoir ses règles sur un terrain sportif, par exemple. C'est vrai que ce silence, il est vraiment incroyable. Tout à l'heure, je donnais des chiffres de l'IFOP, je voudrais en donner encore quelques autres. 1/3 des femmes en âge d'avoir des règles ont des règles douloureuses. La moitié des femmes ont déjà souffert d'infections urinaires et de mycoses vaginales. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a des chiffres alors qu'il y a encore vraiment 20 ou 30 ans, on ne les avait pas du tout ? Alors, effectivement, aujourd'hui, on a des chiffres et c'est précieux. Ça, je crois que c'est important de le dire. Parce que moi je suis spécialiste du 19e siècle, pour ce qui est de la santé intime des femmes au 19e, on documente beaucoup d'autres choses par la statistique médicale, mais la santé intime des femmes, on ne la documente pas. Et il y a toute une politique de la donnée chiffrée qui est intéressante à regarder, parce que ça dit bien ce qui compte et puis ce qui ne compte pas. Voilà. Et ce qu'on ne compte pas, ça ne compte pas comme sujet problématique et dont on s'emparerait. Alors après, pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui des chiffres et qu'on ne les avait pas par le passé ? Parce que les femmes ne déclarent pas ces inconforts par pudeur, par honte, parce que ça intéresse assez peu le corps médical aussi. Il y a beaucoup l'idée, en tout cas moi c'est ce que je repère dans mes travaux, qu'un corps de femme ça dysfonctionne de toute façon. Donc pourquoi aller rapporter quelque chose qui, somme toute, doit faire partie de la vie ? Les douleurs de règles, ça fait partie de la vie, donc on n'en parle pas et à partir de là ça échappe complètement à la statistique. Et pourtant,
ces douleurs, par exemple, elles ont un impact considérable sur nos vies. Bien sûr, et pourtant elles ont un impact considérable aujourd'hui et on peut aisément faire l'hypothèse que c'était déjà le cas par le passé, mais pour le dire peut-être de manière un peu, rebrousse-poil, ça présente un intérêt en fait pendant un certain temps dans l'histoire que les femmes souffrent et que les femmes souffrent aussi en silence, parce qu'il y a tout un discours, moi je travaille sur le 19e siècle, il y a tout un discours qui est très dépréciatif vis-à-vis du corps des femmes. Il y a tout un discours qui consiste à dire qu'une femme qui va bien, c'est une femme qui va mal. Moi, je le dis un peu comme ça. Michelet disait que les femmes étaient d'éternelles malades. Et en fait, si on y réfléchit, c'est un discours qui est redoutablement efficace pour justifier une position sociale et politique subalterne. Et aujourd'hui, évidemment, comme la place des femmes dans la société, elle est tout à fait différente, le fait qu'elles soient invalidées par leur corps régulièrement, ça devient un problème parce que les femmes travaillent, parce que évidemment, elles ne font pas que travailler. D'ailleurs, elles ont des activités personnelles, de loisirs. Et donc, ce qui était accepté autrefois, voire ce qui servait à justifier, encore une fois, que les femmes soient, on va dire les choses rapidement, dominées, aujourd'hui, ça tombe plus sous le sens. Et donc, on s'y intéresse vraiment. Justement, là, vous avez mentionné le travail. Qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine professionnel, par exemple, pour une femme, d'avoir parfois des petits désagréments, mais parfois aussi des gros désagréments ? Alors là, c'est pour la peine beaucoup le travail des associations qui mobilisent sur la question de l'endométriose ou à l'heure actuelle, puisque certains pays ont mis en place des congés menstruels. C'est une idée qui commence à émerger aussi dans le nôtre, qu'on pourrait peut-être accorder aux femmes quelques jours chaque mois au titre des douleurs de règles, mais on sait qu'effectivement, c'est un pourcentage significatif de femmes qui sont empêchées dans leur vie quotidienne, au travail, pour lesquelles la position debout prolongée ou assise prolongée est problématique. Et ça peut aller jusqu'à nécessiter des reclassements professionnels, alors que peut-être déjà consentir quelques aménagements ponctuels, ça changerait déjà beaucoup la vie. Et sur un domaine peut-être plus privé, plus intime, dans le domaine sexuel ? Oui, dans la sphère intime, effectivement, on parle là des gros désagréments. Des femmes qui ont des douleurs au moment des rapports sexuels, vous avez donné quelques chiffres, c'est loin d'être anecdotique. Les travaux, selon la façon dont on pose la question, on a des réponses qui peuvent varier un peu, mais documentent le fait qu'il y a entre 15 et 20% des femmes qui disent qu'elles ont eu des rapports sexuels douloureux au cours des 12 derniers mois. Alors après, on ne sait pas pour quel énorme. motif. C'est énorme. Oui, une femme sur 5, voilà. Oui. Après, la question qui n'est pas posée jusqu'au bout, c'est de savoir pour quel motif. Parce que est-ce que c'est de la sécheresse vaginale ? Est-ce que c'est une endométriose ? Est-ce que c'est un conjoint qui ne s'y prend pas correctement ? Est-ce que c'est des préliminaires pas suffisants ? On peut trouver plein de raisons au rapport sexuel douloureux. Mais il y a une femme sur 5 qui est concernée. Donc dans l'intimité, c'est considérable. Et on voit par exemple qu'entre le travail et la sexualité, il y a une intériorisation, une banalisation de la douleur des femmes. Oui, ça c'est aussi quelque chose à quoi, historiquement, le discours médical a beaucoup participé. Moi, j'essaie d'expliquer les choses comme ça à mes étudiants. Je leur dis, il y a tout un discours médical qui consiste à dire aux femmes, encore une fois, que les femmes, elles sont physiologiquement pathologiques, éternellement malades. Quand on est en fait pétri, y compris en tant que femme d'ailleurs, soi-même de ce discours-là, on admettra aisément que des douleurs de règles, il faille faire avec, en fait. Voilà, parce qu'on vous a martelé que la vie d'une femme, de la puberté à la ménopause, c'est quand même régulièrement de la souffrance et qu'il faut s'en accommoder. On a hérité, bien sûr, de plein de ces préjugés du 19e siècle et même d'avant. Aujourd'hui, quand même, les choses commencent à changer. Alors aujourd'hui, les choses commencent à changer, même si, faut faire un peu des réponses nuancées, mais oui, elles changent, mais elles changent quand même assez récemment, vite, mais très récemment. On pourrait multiplier les dates, mais on va peut-être en donner quelques-unes que moi je trouve très frappantes. Par exemple, le fait que la composition du sang des règles, elle est connue de manière précise depuis 2007. Le clitoris rentre dans les manuels scolaires, et encore pas dans tous, en 2017, alors que la description de l'anatomie du clitoris, c'est le XVIIe siècle. Donc on avait quand même un peu le temps de faire rentrer ces savoirs-là dans des manuels scolaires. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que dans les jeunes générations, par exemple, une maladie comme l'endométriose qui concerne une femme sur 10, c'est une maladie qui est plutôt connue. Mais des générations pas forcément très anciennes, mais y compris la mienne, des quarantenaires, on n'a pas entendu parler de l'endométriose quand on était des jeunes femmes. Jamais. On peut dire qu'il y a une reprise de pouvoir des femmes sur leur corps ? Je crois, oui. Moi, je crois qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer, en tout cas, et qui sont plutôt réjouissantes, de ce point de vue-là. Merci Muriel. Avec plaisir.
Je reçois maintenant 2 femmes absolument exceptionnelles, Sophie Kuhn et Laure Juan. Et en fait, alors vous, ce que vous avez fait, c'est vraiment intéressant, c'est que vous allez faire le lien entre les personnes qui nous regardent et les experts qui vont pouvoir répondre à leurs questions. Je vous laisse peut-être d'abord présenter vos communautés. Sophie, tu veux commencer ? Oui, tout à fait. Donc moi, je m'appelle Sophie Kuhn, j'ai 54 ans, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Ménopause Stories, donc je ne parle que de ménopause, voire je parle de la période avant, préménopause, périménopause, ménopause. J'ai une communauté joyeuse, hyper active, bienveillante et sur laquelle nous abordons vraiment tous les sujets. Mon prisme étant véritablement d'apporter justement ce regard intime, ce rapport intime pour que l'on puisse se réapproprier ce moment de vie. C'est rare d'entendre parler de joie et de ménopause dans la même phrase. Eh bien, nous sommes en fait assez... Bon, il y a évidemment beaucoup de peur et d'angoisse, mais c'est vraiment un cocon et comme on est toutes bienveillantes les unes avec les autres, il y a de la joie à se retrouver, je dirais. Et toi, là ? Eh ben moi, je m'appelle Laure Juan, je suis maman de 3 bouts de chou et donc je suis sur les réseaux sociaux YouTube, Instagram sous le nom Allo Maman, puisque quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'étais enceinte et j'appelais tout le temps ma maman. Donc, parce que voilà, quand on devient un parent, et ben, en fait, on cherche plein d'informations et c'est ce que j'ai voulu partager sur les réseaux sociaux, en fait, toute cette parentalité où, au final, à part chez les spécialistes, il y a beaucoup de tabous. Et aujourd'hui, c'est chouette parce que grâce au réseau, je trouve qu'on enlève beaucoup de tableaux sur tout ce qui se passe au quotidien des parents, quoi. Et c'est vrai que ce tabou des désagréments intimes, il nous concerne toutes. Pourquoi vous vouliez participer à cette vidéo aujourd'hui ? Ça vous concerne directement ? Ça concerne vos communautés, j'imagine ? Pour libérer la parole. Le premier point, c'est libérer la parole. Ce qui se passe, effectivement, comme le disait justement Muriel, c'est que, les symptômes sont banalisés, les désagréments sont banalisés, mais surtout, il n'y a pas de parole transmise. Après, effectivement, j'ai interrogé les communautés. Le fait aussi d'avoir vraiment un rapport très proche avec ma communauté, je sais que ces sujets-là sont des sujets très importants, elles ne trouvent pas forcément de réponse, qu'elles ont besoin d'en avoir et qu'elles sont vraiment très m'aider. Voilà, donc c'était très très important pour moi d'être là. Alors moi, c'est le côté pour enlever un petit peu tous ces tabous, parce que du coup, dans la continuité, qu'on devient parent ou avant, en fait, on a toutes ces difficultés-là qu'on rencontre en tant que parent. Et quand j'ai pu interroger ma communauté, c'est vrai qu'ils étaient hyper contents qu'on puisse porter leurs paroles et leurs problèmes qu'ils peuvent rencontrer, et se dire, chouette, j'ai peut-être pas moi l'occasion de le faire ou d'oser le faire directement. Et là, ça va me donner peut-être des réponses que j'ai pas. Et pouvoir un petit peu justement redonner ce que la communauté peut nous donner, je trouve que c'est chouette. Je vais maintenant accueillir tous nos experts et expertes. Il y en a 4 qui vont répondre aux questions de vos témoins, Sophie et Laure. C'est vrai que tout est toujours beaucoup plus simple quand on pose la question aux bonnes personnes. Nous avons donc avec nous le docteur Jean-Marc Popot. Vous êtes infectiologue, c'est bien ça ? Infectiologue et andrologue. Très bien. On a aussi le docteur Michel Mouly, qui est gynécologue, cancérologue et chirurgien. On a aussi Stéphanie Marie, vous êtes pharmacienne. Oui, c'est ça. C'est ça. Et enfin, on a le docteur Marie-André Oquier. Vous êtes médecin généraliste. Et avant de nous lancer dans les questions-réponses, moi j'avais un petit peu peur que certains mots ne soient pas forcément compréhensibles par tout le monde. Donc on va faire un tout petit point vocabulaire et on commence par vous, monsieur Bobot. C'est quoi une cystite ? Alors, une cystite, c'est une inflammation de la vessie qui, dans la majorité des cas, est d'origine infectieuse. Et c'est un problème très courant puisqu'en France, il y a une cystite toutes les 30 secondes, 850 000 cas de cystite par an. Donc, c'est un vrai problème de santé publique, d'autant plus que beaucoup de femmes enchaînent les cystites les unes après les autres et c'est une vraie perte de qualité de vie. On va en parler tout à l'heure. Stéphanie Marie, c'est quoi une mycose ? Une mycose est liée à un dérèglement de la flore vaginale, donc ce qui va entraîner le déséquilibre au niveau d'un champignon qu'on appelle le Candida albicans, qui est normalement présent au niveau du vagin. Et donc là, avec ce déséquilibre, ça va entraîner des désagréments type démangeaison, par exemple, et perte inhabituelle. D'accord. Docteur Mouly, c'est quoi la ménopause ? La ménopause, c'est l'arrêt de fonctionnement des ovaires et de fabrication des œstrogènes, qui est l'hormone de la femme. Ça survient en général entre 45 et 55 ans, et en moyenne, c'est 51 ans. Et il faut savoir quand même que ces 12 millions de femmes qui sont ménopausées, à peine 5% sont traitées, c'est-à-dire à peine 500 000, et chaque année, à partir de la ménopause,
il y a 450 000 nouvelles femmes qui arrivent sur le marché de la ménopause. Donc c'est aussi un péril sanitaire, c'est une cause nationale. Et je finis le point vocabulaire avec vous, docteur Oquier. Qu'est-ce que c'est que l'endométriose ? Alors l'endomètre, c'est le tissu qui vient tapisser la muqueuse utérine. C'est un tissu qui a la particularité de se gonfler en deuxième partie de cycle et qui va créer ce qu'on appelle les règles. Ce tissu, en fait, on peut aller le retrouver à d'autres endroits où il n'avait rien à faire, par exemple dans les ovaires, dans le rectum, finalement un peu partout dans le corps. Il va donc créer des douleurs en deuxième partie de cycle. C'est une pathologie qui est beaucoup mieux détectée, qui correspond à peu près à 10% de la population dans les femmes qui sont en période d'activité génitale et jusqu'à 40% de femmes qui ont des douleurs pelviennes chroniques. Tout de suite aux questions des internautes. Alors la première qu'on a, elle nous est envoyée par Asia. Elle nous dit qu'elle a des règles extrêmement douloureuses depuis ses 8 ans. Aucun diagnostic, elle angoisse pour sa future vie sexuelle et pour l'instant, elle n'en a pas encore. Comment est-ce qu'on l'aide ? Est-ce qu'on commence justement peut-être par vous, docteur Oquier ? Alors, effectivement, si vous abordez un des premiers problèmes fréquents, c'est j'ai mal pendant les règles. Et pendant très longtemps, on a dit oui, c'est normal, vous êtes une femme, vous avez mal pendant les règles. Donc ça, c'est une question maintenant qui peut être non, c'est pas normal d'avoir tant de douleur. Donc oui, on diagnostique. Souvent, il faut à peu près 7 ans de douleur avant de poser un diagnostic. Donc C'est énorme. tout à fait dans 7 ans. Bon, grâce à ce genre d'émission, je pense que ça permettra en fait, l'idée c'est de faire un diagnostic assez tôt, parce que non, on ne voit pas avoir de mal pendant longtemps. Pour la question des rapports sexuels après, je vous ai dit qu'il pouvait y avoir des tissus d'endométriose au niveau de ce qu'on appelle les ligaments utérosacrés au niveau du rectum. Donc oui, il peut dans certains cas, pas du tout toujours, avoir des douleurs au moment des rapports, mais là aussi c'est notre rôle de médecin et je passe la parole à mon collègue. On a plein de solutions à vous apporter, rassurez-vous. Alors effectivement, la première des solutions, c'est d'être bienveillant et d'écouter les jeunes filles. Alors souvent maintenant, elles sont accompagnées par leur maman, qui savent exactement ce que c'est. Et donc avant, il y avait ce temps de latence, qui était de 7 à 10 ans, où on découvrait qu'il y avait une endométriose, mais il était trop tard. Et de ce fait, on a l'écoute, on doit éventuellement les aider, et il ne faut pas accepter qu'une jeune fille, elle doit le savoir, cette jeune fille, même si elle ne va pas voir sa maman, qu'elle a des règles qui sont longues, abondantes, avec des caillots, et surtout douloureuses, c'est pas normal. La deuxième question est posée par une jeune femme qui s'appelle Morgane. Elle demande à quoi correspondent les pertes blanches. Je vous pose cette question plutôt à vous, Stéphanie Marie, c'est quoi ? Les pertes blanches sont des pertes complètement naturelles chez une femme. Normalement, elles servent à plusieurs choses. Un espèce d'auto-nettoyage du vagin, déjà d'une part, et aussi pour permettre aux spermatozoïdes de remonter lors de la fécondation. Donc ça, c'est plus pour les femmes en âge de procréer. Mais donc, souvent, les jeunes filles ou les femmes pensent que c'est lié à une mauvaise hygiène ou quelque chose de pas bien. Mais non, c'est totalement naturel chez une femme. Ça va devenir problématique avec certains désagréments accompagnés. Donc, c'est-à-dire soit une mauvaise odeur, soit des démangeaisons. Donc, à ce moment-là, en effet, on en parle soit à son médecin, soit à son pharmacien. Mais sinon, au quotidien, dans le cycle, pas d'inquiétude. D'accord, donc quand on rentre chez soi le soir et qu'on voit un petit peu des traces blanches, c'est complètement normal et c'est pas sale. C'est complètement normal, ce n'est pas sale et ça ne nécessite pas une hygiène plus que nécessaire. C'est-à-dire que un nettoyage quotidien à l'eau claire est largement suffisant en fait pour une femme. On va employer des choses antiseptiques, donc type désinfectant, plutôt dans des situations comme je décrivais tout à l'heure, anormales. Mais au quotidien, de l'eau claire... On se lave pas avec du savon extrêmement Non. agressif, on se met pas de parfum. Non, c'est vraiment de l'eau claire et... Pas agresser le vagin. Alors, Voilà. j'aurais revenir sur quelque chose que vous avez dit qui me paraît tout à fait juste, c'est que le vagin est auto-nettoyant. C'est-à-dire qu'il est absolument interdit de faire des toilettes internes. Et donc, on ne lave que l'extérieur avec des produits doux. Tout à fait d'accord. Les antiseptiques, moi, je ne suis pas tellement pour parce que ça détruit la flore à l'extérieur, quelle que soit la situation, même en période infectieuse. Mais surtout, le principe, c'est ne jamais laver l'intérieur du vagin qui est parfaitement équipé pour se nettoyer tout seul. Alors, la question suivante, moi, elle me concerne aussi personnellement. C'est donc Sophie qui nous demandait tout ce qui concerne les infections urinaires à répétition. Donc, elle est infirmière, donc elle est un petit peu du milieu et elle a une hygiène intime, rien à dire.
Et en fait, ça finit par partir tout seul. Et du coup, qu'est-ce qui peut faire que ça arrive et puis que ça part comme ça tout seul? Le problème des cystites récidivantes, on en parlait déjà, c'est quelque chose qui est malheureusement extrêmement fréquent. Et j'ai coutume de dire qu'il ne faut pas considérer qu'une femme se résume à un organe ou à une fonction. Il ne faut pas se focaliser sur la vessie. Une femme qui fait des infections urinaires à répétition, bien sûr qu'il faut faire une exploration complète, hein. Il faut examiner, éventuellement faire un scanner pour vérifier s'il n'y a pas de problème, surtout quand ça récidive très très souvent. Mais dans la majorité des cas, il faut bien comprendre qu'à l'intérieur de la vessie, il y a ce qu'on appelle un microbiote, c'est-à-dire une communauté de bactéries qui sont protectrices. Mais il y a aussi des bactéries qui peuvent s'avérer extrêmement agressives. Et donc tout ce petit monde est connecté avec le vagin, connecté avec l'intestin, ce qui fait qu'une femme qui fait des cystites récidivantes, il ne faut pas s'occuper uniquement de la vessie. Il faut lui poser des questions. Madame, est-ce que vous avez des douleurs lors de rapports sexuels? Est-ce que vous avez des infections vaginales? Est-ce que vous êtes constipé? Est-ce que vous êtes ballonné? Et donc, on trouvera toujours un moyen de résoudre le problème, et pas uniquement avec des antibiotiques, mais avec des produits comme les probiotiques qui sont parfaitement susceptibles de gérer un problème de déséquilibre de la flore intestinale, du déséquilibre de la flore vaginale. Et puis, il faut bien comprendre que faire des cystites à répétition, c'est un facteur de stress. Or, le stress est un facteur majeur de déséquilibre des flores, comme le tabac, comme les antibiotiques, et au même titre que ces facteurs-là. Et donc, bien souvent, quand on arrive à résoudre un problème d'un côté, avec de l'exercice physique, avec l'arrêt du tabac, avec des probiotiques, eh bien, les cystites disparaissent miraculeusement. Alors, je rebondirai aussi un peu là-dessus, hein, parce que c'est vraiment un problème qu'on a fréquemment. Premièrement, que vous disiez tout à l'heure, définir le terme de cystite, parce qu'il l'a bien défini, ça peut être une inflammation, pas obligatoirement une infection. On a parlé plusieurs fois déjà de sécheresse, par exemple. On a un tissu. Vous comprenez que si le tissu de la vessie est un peu trop sec ou autre, on peut avoir des infections juste mécaniques, c'est des inflammations. Moi, je demande toujours est-ce qu'elles aient eu un bilan et de vérifier qu'il y a un germe, parce qu'on voit énormément de personnes qui arrivent en disant j'ai des cystites à répétition, elles mangent énormément d'antibiotiques, ce n'était pas une infection. Sauf que, on va retomber sur le même problème, l'antibiotique va perturber le microbiote et la perturbation des microbiotes peut réentraîner des mycoses ou des cystites à répétition. Alors, on commence chez les jeunes filles. À l'école, on va souvent faire pipi quand elles arrivent et on fait pipi le soir. Donc elles ont une vessie qui est distendue et normalement on doit les faire pipi avant l'envie. L'envie, c'est trop tard. La vessie est un muscle qu'on doit contracter volontairement toutes les 2 heures, 2 heures et demie. Et si vous le laissez, l'envie, c'est la vessie qui est trop pleine. Et quand elle est trop pleine, pour la vider, c'est plus difficile. Et après, il n'y a pas très longtemps, j'ai beaucoup de jeunes filles et jeunes femmes, et des femmes même un peu plus âgées qui viennent me voir pour les cystites après l'amour. Elles ont tout essayé. Rien ne marche. Et quand vous les examinez, vous avez une petite anomalie anatomique qui est ce qu'on appelle la bride entre l'urètre et l'hymen. Et parce que l'urètre est à chaque fois au cours du rapport, le méa rentre dans le vagin, quelle que soit la position. Et quand vous coupez ces 2 petits brides, ils restent comme ça, regardant la ligne bleue des Vosges. Et là, vous réduisez d'au moins 80%. C'est ce que je dis, hein. Je suis honnête, je n'ai pas dit 100%, mais je leur dis souvent c'est 100%. Mais je leur dis, madame, vous aurez au moins 80%. C'est une toute petite intervention qui se fait en ambulatoire. Voilà, moi, la dernière chose sur laquelle j'insisterai, parce que je pense important, notamment pour les mères qui ont des enfants, on n'attrape pas d'une infection urinaire ou une mycose. Non, mais c'est important de le répéter parce qu'on s'est mis sur des toilettes publiques. Par contre, le fait de ne pas aller aux toilettes quand on a envie va être générateur de troubles. Très bien. Pour une femme, s'asseoir, décontracter pour uriner. Plus on est contracté, moins on vide bien sa vessie. Et plus on a de chance d'avoir de l'urine qui stagne dans la vessie et de faire une infection. Donc, on prend son temps pour uriner, on souffle, on respire et on fait ça décontracté. On passe à la question de Vanessa. Elle fait des mycoses à répétition. Comment faire quand le souci se reproduit ? D'abord, il faut être sûr que c'est bien une mycose, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles ont des mycoses, alors qu'en fait, elles ont autre chose. Il y a plein de maladies dermatologiques beaucoup plus fréquentes qu'on imagine, qui donnent des démangeaisons, qui donnent des brûlures. Donc, une femme qui arrive avec une mycose, il faut déjà vérifier que c'est bien une mycose. Mais avec un certain nombre de questions, est-ce que vous avez des pertes ? Il n'y a pas de mycose sans perte. Les démangeaisons, est-ce qu'elles sont plutôt externes ? Est-ce qu'elles arrivent à certaines périodes du cycle ? Avec des questions très simples, on arrive grosso modo à définir à peu près si c'est vraiment une mycose ou pas, indépendamment de l'examen clinique qui sera le juge de paix, bien sûr.
La mycose, c'est une baisse de l'immunité, c'est une baisse de défense. Et donc, quand vous avez des mycoses après les antibiotiques, prévenez votre médecin traitant. Dites-lui, je fais des mycoses. Ou alors, quand vous avez des pathologies, on doit le savoir, nous, qui provoquent cette baisse d'immunité, bah oui, la mycose, elle peut être à la fois vaginale, buccale, enfin, elle peut être partout. D'accord? Donc, c'est effectivement, et authentifier vraiment que ça soit une mycose. Et ensuite, on fait quoi une fois que c'est authentifié? Une fois qu'on a authentifié la mycose, on va la traiter par un antifongique donc adapté. Et par la suite, ce serait bien de rééquilibrer en fait dans ce qu'on appelle le microbiote, redonner des bonnes bactéries au microbiote, donc qui va passer par le digestif, puis le vaginal. Donc en fait, on prend des comprimés par voie orale pour aller traiter après le vaginal. Parfois, c'est pas très bien compris, mais il y a ce qu'on appelle une délocalisation des bonnes bactéries au niveau de l'intestin dans la partie vaginale. Donc c'est normal, voilà, qui vont redescendre en gros pour être simple. Et donc c'est normal qu'on vous donne des probiotiques par voie orale pour aller traiter ce niveau-là, pour rééquilibrer cette flore qui peut être déséquilibrée et faire des mycoses. La prochaine question va être posée par une personne de ta communauté, Sophie. Tout à fait. Alors, Anna nous dit qu'elle a eu des problèmes de sécheresse vaginale au moment de l'accouchement, en post-accouchement, et que ces problèmes reviennent au moment de la périménopause. Que peut-on lui conseiller? La sécheresse vaginale, on peut la traiter en voie locale par des crèmes qui vont réhydrater en fait au niveau du vagin, type à l'acide hyaluronique. Donc il y a des spécialités qui existent dans le commerce, mais c'est souvent ce type de crème qu'on utilise. Après, il y a aussi grâce aux plantes, on peut utiliser la bourrache notamment pour hydrater en interne. Les omégas aussi, qui vont avoir d'autres actions, mais qui vont hydrater en interne. Donc, il y a une voie locale et une voie interne. Et le lubrifiant, tout simplement. Qu'est-ce qu'on en Non, fait? le lubrifiant, il faut se méfier des lubrifiants. D'abord parce que les lubrifiants, ça a une action très courte. Ça dure quelques minutes. C'est des produits qui peuvent être irritants. Il faut des produits hydratants. Et pour ça, je suis complètement d'accord. L'acide hyaluronique, c'est le meilleur. Mais n'oublions pas aussi la toilette externe. Parce que les femmes se plaignent de sécheresse vaginale, mais elles oublient de dire qu'à l'extérieur aussi, elles sont sèches. Et donc, moi, j'insiste beaucoup sur l'hygiène intime. L'hygiène intime qui est une hygiène qui doit être respectueuse de l'hydratation naturelle. C'est une zone la plus fragile qui existe au niveau de l'hydratation, la vulve. Et donc, il faut utiliser des produits qui soient hydratants. Il y a des produits dermatologiques qui sont spécifiques ou des produits gynécologiques pour ça. Jamais de toilette interne, mais si on traite l'intérieur et qu'on ne traite pas l'extérieur, on aura quand même des expériences désagréables lors des rapports sexuels. Donc, il faut faciliter l'accès à une hygiène intime qui soit bien comprise. Question suivante, une question de Louise. Elle a des infections, elle a des mycoses. Elle demande si c'est parce qu'elle est sale ou parce que son partenaire est sale. Alors, la mycose n'est pas sexuellement transmissible. Donc, les partenaires, pour une fois que les hommes n'y sont pour rien, on va leur laisser quitus. Donc, ça n'a rien à voir avec la propreté, si ce n'est avec l'excès d'hygiène. Il y a beaucoup de femmes qui déclenchent elles-mêmes leurs infections parce qu'elles ont peur de l'infection. Elles se lavent trop avec des produits qui sont totalement inadaptés. Et donc, il faut là aussi refaire un petit discours en disant comment on doit, entre guillemets, entretenir cette zone qui est une zone fragile. Ce n'est pas une question de saleté et ce n'est pas une question de rapport sexuel. Même si certaines infections, on ne va pas rentrer dans des détails comme la vaginose bactérienne, survient essentiellement après les rapports sexuels, ce n'est pas l'homme qui transmet, c'est simplement que l'irritation du rapport sexuel va augmenter le déséquilibre de la flore vaginale. Donc les messieurs n'y sont pour rien. Très bien, parfait. Une autre jeune femme qui a besoin d'être rassurée, elle s'appelle Clémence, elle demande si on peut tomber enceinte malgré des petits désagréments intimes. Lesquels, en fait, dans tout ce qu'on a abordé, peuvent rendre infertile? Les bobos sexuels. Alors avant, on avait effectivement des bobos sexuels qui étaient des infections qu'on appelait les fameuses salpingites qui faisaient qu'on pouvait difficilement être enceinte. On a l'endométriose qui peut être aussi un bobo sexuel parce que quand on a des nodules dans le vagin, c'est catastrophique. Mais ça n'empêche pas d'être enceinte quand même. Mais voilà. Mais rassurons les femmes qu'à notre époque, on a des associations, on a des moyens. On peut ne pas être stérile, on peut être infertile et être enceinte par des moyens différents. Oui, et c'est vraiment bien de le rappeler, effectivement.
Très bien. Laure, tu avais une question encore de ta communauté? Oui, alors là, on va être de nouveau sur le postpartum. Là, c'est un couple qui s'appelle Jules et Inès. Et du coup, elle est en plein postpartum et la libido, c'est compliqué. Donc, quel conseil pour un couple pour se retrouver au niveau de l'intimité quand beaucoup de changements au niveau du bas pour la femme, tout simplement. Il faut reprendre une sexualité avec d'autres moyens qui vont rapprocher l'homme et la femme. Et effectivement, en commençant soft, sans pénétration, on peut parfaitement arriver à terme à retrouver une sexualité plus épanouie. Donc, il ne faut rien brusquer, ni pour l'homme, ni pour la femme, mais il faut que chacun fasse un pas l'un vers l'autre. Moi, j'ai une dernière question. La ménopause, finalement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Alors, Sophie, la ménopause, rassurons-nous, ce n'est pas une maladie. Mais c'est un état de la femme qui fait, comme je le disais au départ, qui est l'arrêt de fonctionnement des ovaires. Donc il peut être soit naturel, soit provoqué par un acte chirurgical ou une maladie. Il y a des maladies. Donc ensuite, elle arrive entre 45 et 55 ans avec un âge de 51 ans. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, personnellement, comme je disais au départ, on a 14 millions maintenant de femmes ménopausées. 5% sont traitées. Et il faut savoir que, alors on peut, si la femme a eu une vie homéopathique, naturopathique, c'est-à-dire si elle a une culture de tout cela, on parlait de l'hygiène de vie, on parlait des aliments, on parlait de ne pas fumer, de ne pas sucrer, elle peut passer ça comme une lettre à la poste, avec quelques petites aides. Mais globalement, 80% des femmes, théoriquement, ont besoin d'avoir un traitement hormonal de la ménopause pour éviter la survenue, et là c'est le cancérologue qui parle, la survenue de pathologies qui vont nécessiter des traitements qui là sont néfastes pour l'organisme. On a un traitement avec ce qu'on appelle les hormones bioidentiques, les hormones naturelles, qui vont permettre à la femme que la ménopause soit une promenade de santé. Merci à toutes, merci à tous. C'était vraiment instructif. J'ai appris plein de choses. Merci. On vient d'avoir plein de réponses à nos questions concernant nos petits désagréments intimes, mais je trouve que c'est vraiment important qu'on parle ensemble de toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre quotidien. Pour ça, et là on est 6 autour de cette table. Bon, alors il y a Sophie et Laure qu'on a déjà vues. Il y a Muriel Salle qui est toujours historienne depuis tout à l'heure, c'est bien ça. On a à côté de moi Alice de Maximi, qui est fondatrice d'Ashkind et du collectif Femmes de Santé. Bonjour. Et on a aussi Yasmine Kando, présidente de l'association Endo-France. Bonjour. C'est bien ça, c'est parfait. Alors, on est vraiment sur des sujets hyper tabous et justement, je voulais savoir si vous deux, c'était quelque chose que vous aviez ressenti en consultant les réponses que vous ont données les personnes de votre communauté. De manière générale, depuis que j'ai créé le compte, oui, je sais que le sujet est extrêmement tabou, que les aider à mettre déjà des mots sur les mots, ça prend déjà du temps. En revanche, une fois qu'elles sont en confiance et qu'elles peuvent parler et qu'elles ont l'impression d'avoir l'oreille attentive, elles parlent, elles communiquent. Alors, c'est quelque part la notion d'intime qui, des fois, nous bloque? Oui, alors moi, je dirais que j'ai peut-être un avantage. Comme je traite de la ménopause, en fait, dans la tête, dans l'inconscient collectif, ménopause égale symptômes. Donc, à partir du moment où elles ont associé que je parlais de ménopause, donc de symptômes, elles arrivent plus facilement à parler du symptôme brut. Mais moi, ce que je note véritablement, c'est que l'intimité, l'intime est politique, en réalité. C'est une vraie arme que de comprendre son intime, d'interroger son intime, pour pouvoir ensuite en parler autour. Et c'est la seule façon que l'on puisse peut-être avoir pour pouvoir s'emparer des sujets. Là, tu as dit un truc hyper important, c'est que l'intime est politique. J'ai forcément envie de me tourner vers l'historienne. Depuis combien de temps l'intime est politique? Le privé est politique, ça c'est ce que disaient les féministes qu'on dit de la deuxième vague. Donc c'est un des mots d'ordre du féminisme des années 70, qui est celui qui voit la légalisation de la contraception, la légalisation de l'IVG. Voilà, c'est pas tout à fait l'intime, mais c'est le privé et politique. Aujourd'hui, la transmission a changé, mais nos imaginaires aussi ont changé autour du corps des femmes, par exemple. Par exemple, le tabou des règles, qu'on a évoqué déjà un peu largement. Bon, bah voilà, le fait que les règles soient devenues rouges dans les publicités, c'est 2015, 2016, je crois. Donc voilà, bah là, ça dit un peu la permanence historique. Mais il y a d'autres aspects, par exemple, un discours très dépréciatif sur le corps des femmes qui date du 19e siècle, dont on est encore un peu héritier à certains égards. Je disais tout à l'heure, cette idée que les femmes sont d'éternelles malades, ça pose une problématique particulière qui est que quand on en discute avec des médecins, ils disent « Ah oui, c'est vrai que je n'avais pas vu les choses comme ça ».
Ça pose ce problème particulier qui est que pour les femmes, tracer la limite entre le normal et le pathologique, c'est pas simple. Et puisqu'on va parler d'endométriose, une des hypothèses qu'on peut faire pour comprendre pourquoi l'errance diagnostique, mais pas seulement, pourquoi une maladie qui est décrite de manière extrêmement détaillée dès la fin du 19e siècle, puisque la première description, c'est 1860 pour l'endométriose, et l'inscription au plan de santé, c'est le début des années 2010, 2016, 2016, je crois. Pourquoi il y a un tel délai ? Parce que l'endométriose, c'est typiquement une de ces maladies qui questionne la limite entre le normal et le pathologique. Quand on vous a dit c'est normal d'avoir des douleurs de règles, quand est-ce que les douleurs normales sont anormales ? Quand est-ce que la douleur normale devient pathologique ? C'est compliqué de poser un diagnostic, donc on erre de professionnel de santé en professionnel de santé. Alors, je me tourne évidemment dans ce cas-là vers Yasmine. Est-ce que vous pouvez présenter un peu votre travail ? Alors, je préside l'association Endo-France, qui est une association qui est animée par 120 bénévoles répartis sur toute la France. Nous sommes soutenus par plus de 2800 adhérents. Et cette association a 3 missions importantes: soutenir, informer, agir. On va soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage. On va informer le public sur la maladie et agir avec les professionnels de santé et les pouvoirs publics pour améliorer le parcours de soins. Voilà un peu les missions d'Endo-France. Dans le sondage qu'on a commandé pour faire cette émission, on s'est rendu compte qu'auprès des femmes concernées par les désagréments intimes, l'endométriose, les problèmes liés à la ménopause et les règles douloureuses représentent les désagréments intimes les plus intenses, c'est-à-dire ceux qui provoquent le plus de douleur, le plus de gêne. Et pourtant, ouais. C'est vrai que l'endométriose, c'est au-delà du désagrément, puisque dans 70% des cas, ce sont vraiment des douleurs invalidantes dans le quotidien qui empêchent les plus jeunes d'aller à l'école, qui empêchent les femmes d'aller travailler. Donc, on est vraiment sur une pathologie malheureusement invisible, mais qui a des conséquences très visibles. Voilà. Et pourtant, ça explique un petit peu le délai diagnostique, c'est que les femmes ne sont pas entendues dans leur douleur. On a trop longtemps banalisé ce symptôme, considéré comme normal. Moi-même, j'ai entendu dire « mais c'est normal, ça passera plus tard ». Mais c'est jamais passé. Voilà. Et il y avait aussi un autre problème majeur, c'est le manque de formation des professionnels, des médecins, des radiologues qui ne savaient pas détecter l'endométriose. L'endométriose n'a été inscrite dans les cours de médecine de second cycle qu'en 2020. Le premier frein aux soins et à la prévention, c'est l'argent. Et on sait aussi que la population la plus précaire en France, ce sont les femmes. Donc, un des vrais freins tout le temps à cette prise en charge, c'est vraiment l'argent, la catégorie socio-professionnelle. C'est vraiment le premier frein. Et le deuxième frein qui a été identifié, c'est la charge mentale. Alors, la charge mentale, c'est pas une maladie mentale, ça n'a rien à voir, parce que les gens me disent c'est quoi la différence ? Ça n'a rien à voir. La charge mentale, c'est le fait que les tâches quotidiennes pèsent et impactent aussi l'ensemble de notre vie, et c'est la vérité. Et cette charge mentale, on s'est rendu compte qu'en fait, elle était le deuxième frein à l'accès aux soins et à la prévention. Or, il y a 5 ans, la charge mentale n'existait pas, voire était décriée. Maintenant, on sait qu'elle est réelle. Et maintenant, on peut s'atteler un peu à la prendre en compte dans tous les dispositifs de santé publique et de prévention. Et donc, c'est exactement ce qu'on a fait, nous, les femmes de santé. On a fait un atelier pour trouver des solutions qui permettent d'aller vers des actions qui font que la charge mentale n'est plus un frein à sa santé. La santé, elle est pensée seulement pour les hommes ou pas pour les femmes du tout, c'est-à-dire qu'elle nous oublie ? La santé, elle est historiquement, je ne suis pas du tout historienne, mais elle a été pensée par des hommes et une grande partie de la société a été pensée par des hommes depuis des centaines d'années. Et la santé n'a pas du tout échappé à ça. Et puis, il y a une autre notion dont il faut qu'on tienne compte, c'est qu'on a tous un biais genré inconscient. Vous, moi, tout le monde, les soignants et les non-soignants. Des stéréotypes sur des personnes, c'est ça ? Exactement. On a été élevé dans une culture et le sexisme intégré, chez les femmes, il existe et il est réel. Le sexisme bienveillant, on en parlait tout à l'heure, et il est réel aussi. Ce sont des biais complètement inconscients qui ont fait que d'abord, on ne soignait pas de la même façon et on ne soigne toujours pas de la même façon les femmes et les hommes. Et ça, c'est comme ça. On n'écoute pas de la même façon, par exemple, sur la douleur, un homme et une femme. Il y a une étude américaine qui a montré que quand on est soignant et chirurgien, quand on opère une femme et qu'on est un homme, elle a plus de chances d'avoir un accident sur la table d'opération que quand on est un homme qui opère un homme.
Donc, il y a un biais genré complètement inconscient qui existe. Donc, il va falloir qu'on se rende tous compte qu'on a un biais genré et le contrer. Et s'il n'y a pas une prise de conscience de ça, on ne progressera pas. Le deuxième volet, c'est qu'effectivement, on a pensé la santé par typologie. Soit, quand on est un laboratoire pharmaceutique, on va la penser par aire thérapeutique, c'est-à-dire, on soigne quel type de maladie. Soit, quand on est soignant, on va le penser par zone anatomique. Il n'y a pas de référencement officiel des maladies féminines. De même qu'il n'y a pas de référencement officiel des maladies mixtes qui ont des symptômes différents entre les hommes et les femmes. Mais ça, c'est incroyable, par exemple. Oui, c'est incroyable. Et ça montre à quel point on n'y a juste pas pensé. On n'a pas pensé la santé genrée. Et c'est aussi parce qu'on vit dans un état de droit, et heureusement qu'on vit dans un état de droit avec une égalité stricte. On l'a voulu, elle doit être là. Mais dans la santé, il faut aussi de l'équité. C'est indispensable d'avoir cette équité dans la santé pour bien soigner les gens. Donc en fait, c'est là-dessus qu'on travaille, nous, les femmes de santé. Et par exemple, j'imagine que vous deux, vous êtes aux prises justement avec les employeurs, avec les professionnels. Dès qu'on parle d'intime, dès qu'on parle vraiment aussi de ce qui se passe dans notre culotte, on se dit c'est pas le lieu. Le travail n'est pas un lieu où on peut parler de nos désagréments intimes. C'est très vrai. Heureusement, les choses sont en train de s'améliorer, de changer tout doucement. Par exemple, depuis 2 ans, on intervient dans les entreprises à la demande des ressources humaines ou à la demande des missions mixité, handicap, quand elles existent dans les grands groupes, pour parler d'endométriose et de l'impact que ça a sur le quotidien, et notamment sur le quotidien professionnel. L'idée, c'est vraiment de changer le regard sur cette maladie invisible et de changer de regard sur la personne qui souffre d'endométriose dans notre entourage professionnel, afin peut-être de l'aider et tout simplement de ne plus avoir de remarques désobligeantes, malveillantes. Donc on intervient vraiment de plus en plus et dans des grands groupes pour changer les choses et pour amener l'endométriose dans le monde professionnel. C'est une maladie qui, avec des aménagements du poste de travail, pourrait permettre un maintien dans l'emploi pour celles qui en souffrent. Et puis, dès que c'est lié aux règles, il y a aussi quelques hommes qui tournent un petit peu de l'œil dès qu'on parle ne serait-ce que de protection hygiénique. Ça, c'est aussi compliqué au travail. Ça existe encore malheureusement, mais là aussi j'ai envie d'être optimiste, c'est ma nature. Les choses évoluent puisqu'il y a des hommes présents dans ces sensibilisations que l'on mène, et très souvent ce sont eux qui posent les questions. Et puis ils se rendent bien compte quand je finis par leur dire, vous savez, une femme sur 10, vous en avez forcément une dans votre entourage, forcément. Et là ils se rendent compte, même s'il y a une levée des tabous qui commencent, grâce d'ailleurs aux jeunes femmes qui se sont baladées sans protection hygiénique, merci mesdames, il reste quand même une banalisation des symptômes. Et c'est pas la même chose que des tabous, c'est encore autre chose. Comment on fait pour faire tomber un tabou? Dure question, je sais. Muriel, peut-être? La question piège, non, déjà, je crois qu'on évoque le sujet, c'est déjà participer à lever le tabou. Et puis peut-être, alors, mais là, je plaide pour ma paroisse, mais on montre comment un tabou s'est construit. J'ai une dernière question. Si on devait appeler les pouvoirs publics à mieux nous traiter, qu'est-ce qu'il faudrait leur demander? Alors, nous, on est déjà dessus. Il y a eu quelques petites soirées à appeler les cabinets ministériels quand on avait écho qu'il y avait une réunion égalité le lendemain de matin très tôt. On sait que grâce à nos travaux, certaines propositions du plan d'égalité, il y a un des piliers des 4 qui est sur la santé de la femme. Voilà. Et donc, on sait que nos propositions et certaines d'entre elles ont été reprises dans ce plan. Et on a eu d'ailleurs des remerciements pour ça. Donc, on agit. On a fait une stratégie nationale santé de la femme qui peut être signée par n'importe qui. Et puis, on est en train de créer cet institut qui veut accompagner cette stratégie en coordonnant les actions et les acteurs, en accompagnant les projets à but lucratif et à but non lucratif, parce que dans la santé, il ne faut pas faire cette segmentation-là, parce que ça sclérose la santé. Donc, on ne veut pas la faire. Et le dernier pilier, c'est toute cette advocacy, cette information, ce référencement justement qui n'est pas fait de ces maladies. Il faut qu'on arrive à faire cette structure, qui serait une structure d'intérêt général en fait, mais qui regrouperait tous les acteurs, publics ou privés, peu importe, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on arrivera à faire avancer une santé plus genrée avec tout ce que tu viens de dire, ces formations qui ont besoin d'accompagnement, ces associations qui se sont tant battues, et merci pour toutes ces femmes pour pouvoir justement avoir une vraie stratégie nationale endométriose.
Alors, si j'ai bien compris, quand même, les choses avancent. On a encore pas mal de pain sur la planche, mais on a un plan. Oui. Donc, on finit quand même sur une note optimiste. Exactement. Merci. Je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Le docteur Michel Mouly, gynécologue, chirurgien et cancérologue, il est l'auteur de ce livre, Ménopause, tout peut changer. Ensuite, on a aussi eu Stéphanie Marie, qui était pharmacienne. On a eu le docteur Marie-André Auquier, médecin généraliste, sophrologue, micronutritionniste, autrice des bactéries au secours de votre intestin. Et on avait aussi le docteur Jean-Marc Bobot, infectiologue, andrologue, co-auteur de Microbiote vaginal, la révolution rose. Et vous aussi, ici, vous avez des choses à nous partager. Myriel, vous commencez ? Alors oui, en 2017, avec Catherine Vidal, chez Belin, un livre qui s'intitule « Femmes et santé, encore une affaire d'homme » avec un point d'interrogation. Alors moi j'en ai deux. Tout d'abord, idées reçues sur l'endométriose qui a été co-rédigée avec des médecins et qui part des principales idées reçues que l'on peut avoir sur cette maladie, comme par exemple la grossesse guérit l'endométriose. Mais c'est traité en quelques pages. Et puis le deuxième, c'est l'endométriose de Clara. C'est un format BD qui s'adresse aux 15-25 ans, mais toutes les personnes de plus de 25 ans peuvent le lire et auront des informations sur l'endométriose. Il est basé sur des témoignages réels et raconte l'histoire de Clara, qui se plaint d'avoir mal au ventre, mais que personne n'écoute. Alice, comment on vous soutient ? En allant sur le site www.femmesdesanté.fr, femme avec un S et santé sans accent, et en signant la stratégie nationale santé de la femme. Plus on a de signataires, plus on est forte et puissante pour aller créer l'institut qui portera cette stratégie, parce qu'il nous faut de l'argent pour le faire, et donc ils nous font à la fois les pouvoirs publics et les grands comptes pour nous aider à construire la santé des femmes pour demain et pour maintenant. Exactement, on est forte, on est puissante, on signe. Sophie, qu'est-ce qu'on lit pour continuer à s'informer ? Alors, Ménopausée et libre, manifeste pour une ménopause réinventée, publié aux éditions Marabout. Et on me retrouve aussi sur le compte Instagram ménopause.stories. Eh bien moi, sur mes réseaux sociaux de manière générale, YouTube, Instagram, sous le nom Allo Maman. Ça marche, merci beaucoup. Merci à toutes. On s'est posé plein de questions, on a eu plein de réponses et moi j'ai retenu vraiment 5 points capitaux importants. Déjà, il faudrait faire retomber la honte et les tabous liés au corps des femmes. Souvent, les désagréments sont des choses complètement normales qui marquent les grandes étapes de la vie d'une femme. Ensuite, un bon diagnostic, c'est vraiment crucial parce que des bobos avec lesquels on vit pourraient parfaitement être pris en charge si on parlait à la bonne personne. Ensuite, avoir confiance en son corps, se déculpabiliser, c'est vraiment important, notamment peut-être au niveau de l'hygiène intime, des fois. En faire moins, c'est aussi en faire mieux. Et puis, puisqu'on parle d'hygiène, attention à avoir une bonne hygiène générale. Pas trop de stress, une bonne nourriture, pas de tabac, pensez aussi bien sûr aux probiotiques. Et puis, pour la fin, ne pas oublier que le corps des femmes, le sexe des femmes, c'est aussi du plaisir, c'est aussi de la joie, c'est aussi de la santé sexuelle qui nous permettra d'avoir des merveilleux moments de couple, ou toute seule ou avec ses amis, que c'est de la joie. Voilà, je voulais terminer avec ça. Pour retrouver toutes les informations sur la santé des femmes, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram Bien-être Femmes.